Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le décor habituel car je suis en vacances. Mais le Microsoft ne s'arrête jamais, enfin presque. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important à mes yeux et qui n'occupe cependant pas la place qu'il devrait dans les préoccupations des philosophes. Je vais d'ailleurs m'appuyer principalement sur des textes de sociologues, même si je citerai quelques philosophes pour rester dans le thème principal de cette chaîne. Je veux parler de l'écart qui existe souvent, voire presque toujours, entre l'intention et le résultat d'une décision. Vous entendez la cloche, je suis à côté d'une église. On comprend facilement pourquoi ce sujet est important. À quoi sert en effet d'avoir de bonnes intentions si le résultat de nos décisions ne correspond pas à ces intentions? Cette vidéo sera structurée en 3 parties que vous pourrez retrouver dans la table des matières minutées située dans la description qui se trouve juste sous la vidéo. Dans la première partie, je ferai une description rapide du problème que j'illustrerai par quelques exemples dans la seconde. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, je proposerai quelques explications à ce phénomène très ennuyeux. En fait, ce sujet a déjà été abordé dans l'une de mes vidéos, je veux parler de celle sur Max Weber et les deux éthiques de l'homme politique, que l'on trouve dans ce livre, et c'est une célèbre conférence dans laquelle il explique que les décisions des hommes politiques doivent être guidées par deux maximes, la première dirigée par la conviction, qu'on peut appeler un idéal, et l'autre par la responsabilité, c'est-à-dire en tenant compte des conséquences prévisibles de ses actions. On peut se demander pourquoi on a besoin de ces deux maximes. En effet, si on prend nos décisions en étant guidés par nos convictions, celles-ci devraient se voir concrétisées dans les résultats de nos actions. Et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, non? Ah oui, comme le monde serait simple si la conviction suffisait. Mais malheureusement, ça n'est pas du tout le cas. Max Weber en parle d'ailleurs quelques pages avant la description des deux éthiques. Mon collègue, F. Foester, croit pouvoir tourner la difficulté dans un de ses ouvrages, en préconisant cette simple thèse. Le bien ne peut engendrer que le bien, et le mal ne peut engendrer que le mal. S'il en était ainsi, il n'y aurait plus de problème. Et ce n'est pas seulement tout le cours de l'histoire mondiale qui nous dit le contraire, mais également tout examen impartial de l'expérience quotidienne. On peut remarquer que Max Weber est assez ironique pour décrire cette vision naïve de la politique et de l'action en général, qui voudrait que le bien ne peut engendrer que le bien. En quelque sorte, il suffirait d'avoir de bonnes intentions pour faire le bien. Et pourtant, la sagesse populaire sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Certains, comme Raymond Boudon, un autre sociologue, appellent ces écarts des effets pervers. Je n'aime pas trop cette appellation car elle sous-entend que les conséquences de nos décisions sont toujours négatives. Ce n'est pas ce que dit Max Weber. Le paradoxe des conséquences décrit seulement une différence entre l'intention et le résultat. Et cette différence peut être jugée positive, négative ou même neutre. Ce qui compte, c'est la différence qui rend la décision tellement difficile. Sur ce paradoxe, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que si on considère que parfois les effets sont contraires aux intentions, il faudrait dans ces cas-là prendre une décision qui nous semble contraire à ce que nous dicteraient nos convictions. Ce sont ces cas-là qui nous font savourer tout le sens du mot paradoxe. Deuxième remarque importante, c'est que ce paradoxe peut se rencontrer dans plusieurs domaines et pas seulement en politique. D'ailleurs, si les sociologues se sont beaucoup intéressés à lui, c'est qu'il se rencontre dans tous les domaines de l'activité sociale. Raymond Boudon va même plus loin et affirme que on peut, sans exagération, affirmer que ces effets pervers sont omniprésents dans la vie sociale et qu'ils représentent une des causes fondamentales des déséquilibres sociaux et du changement social.
Nous allons maintenant pouvoir aborder la deuxième partie, dans laquelle je vais vous proposer quelques exemples de ce paradoxe des conséquences. On trouve de nombreux cas en politique et en économie, et c'est sans doute pour cela que ce sont les sciences humaines ou les sciences sociales qui se sont particulièrement intéressées à ce phénomène. Par exemple, dans le domaine du logement, une étude menée par l'INSEE sur la période 1984-2012 concluait que l'augmentation des aides pour le secteur locatif privé aurait principalement entraîné une hausse du prix des loyers. Cette hausse est expliquée par deux causes principales. D'une part, cette aide entraîne une hausse de la demande, qui elle-même entraîne une hausse des loyers. Et d'autre part, les profiteurs, pardon, lapsus révélateur, les propriétaires en profitent pour augmenter leurs revenus. C'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. On voit donc que cette aide, qui avait pour but d'aider les plus démunis à payer leur loyer, avait en partie un effet contraire puisqu'elle entraîne une hausse de ces loyers. Et on constate le même genre de mécanisme pour toutes les allocations, les réductions d'impôts ou les prestations diverses, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Dans un autre domaine, l'objectif d'atteindre un taux de réussite au baccalauréat de 80% n'a pas entraîné la hausse du niveau scolaire qui était attendu. On ne peut que constater que si l'objectif numérique a été largement atteint, l'aspect qualitatif de la décision fait encore l'objet de beaucoup de débats. Je suis sûr que chacun d'entre vous pourra trouver facilement des exemples de ce paradoxe. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça pourrait donner lieu à des débats intéressants. On peut remarquer que ce que le sociologue Raymond Boudon appelle la logique des effets pervers ne tient pas compte de nos opinions politiques, philosophiques ou morales. On peut se laisser prendre par ce paradoxe, que l'on soit de droite ou de gauche. Nous avons vu des exemples dans le domaine économique et politique, mais la philosophie l'a constaté elle-même, même si elle l'a peu analysé. Je commencerai par une citation chrétienne, puisqu'il s'agit de saint Paul, qui écrit dans son épître aux Romains « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». On reviendra sur cette citation un peu plus tard. Nous allons sauter quelques siècles pour écouter Bossuet, qui écrit dans son discours sur l'histoire universelle « Il n'y a point de puissance humaine qui ne serve malgré elle à d'autres desseins que les siens. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très embêtant. Très intéressant aussi, ce petit texte d'Adam Ferguson, un philosophe écossais du XVIIIe siècle, appartenant à ce qu'on appelle le mouvement des Lumières écossaises. Chaque pas et chaque mouvement de la multitude, même dans ce qu'on appelle les siècles éclairés, sont faits avec la même cécité à l'égard de l'avenir. Et les nations trébuchent sur des institutions qui sont en effet le résultat de l'action humaine, mais non l'exécution d'un quelconque dessein humain. Là encore, l'auteur constate le découplage qui existe entre le monde dans lequel nous vivons et les intentions ou les projets qui lui ont donné naissance. Enchaînons avec le fameux Hegel, qui nous raconte une petite histoire presque amusante. Comme exemple analogue, nous pouvons citer un homme qui, par vengeance peut-être juste, c'est-à-dire due à une offense injuste, met le feu à la maison d'un autre. Mais voilà comment ce qui n'a pas encore été fait se produira de lui-même par la suite. La partie enflammée de la poutre se rattache au reste, la poutre à la charpente de toute la maison, celle-ci à d'autres maisons, et un immense incendie se produit qui détruit la propriété et coûte même la vie à beaucoup de gens qui ne sont pas visés par la vengeance. Cela n'était compris ni dans l'acte tel qu'il se présente immédiatement, ni dans l'intention de celui qui avait déclenché l'affaire. En effet, le paradoxe des conséquences peut parfois mener à des résultats dramatiques.
Et pour finir, deux citations du XXe siècle d'auteurs très intéressants. Tout d'abord, Paul Valéry qui nous dit « L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Et pour finir, Raymond Aron, dans ses leçons sur l'histoire, données au Collège de France en 1972, « Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. » On peut penser par exemple aux révolutions en général et à la grande révolution française en particulier. Elles ne suivent pas toujours le cours qui était prévu à l'origine. Nous venons de voir que ce paradoxe des conséquences peut se constater dans beaucoup de domaines et à toutes les époques. Nous allons maintenant, dans cette troisième partie, essayer de comprendre pourquoi cela arrive. Je vais pour cela m'appuyer sur deux textes. Le premier est un article d'un autre sociologue, Robert Camerton, et intitulé « The Anticipated Consequences of Purposed Social Action », soit les conséquences inattendues des actions sociales intentionnelles. Cet article date de 1936. Le deuxième est ce livre de Mohamed Cherkaoui, directeur de recherche en sociologie au CNRS. Ce livre s'intitule « Le paradoxe des conséquences, essai sur une théorie weberienne des effets inattendus et non voulus des actions ». Je vais ici vous présenter une synthèse que ces deux textes proposent comme explication que je compléterai par des réflexions plus personnelles. Au cours de l'histoire, on a proposé des explications très diverses à ce phénomène, que je vais regrouper dans des catégories à la fois historiques et méthodologiques. Il y a longtemps que les humains ont constaté que le monde leur apparaissait comme chaotique. On peut penser à Héraclite. Mais face à cela, ils ont d'abord recherché des explications théologico-mythologiques. Par exemple, les Grecs pensaient que certains événements inattendus étaient provoqués par des interventions divines. Les hommes veulent, mais les dieux disposent en quelque sorte. Pour les chrétiens, c'est différent. Saint Paul remarquait dans la citation que j'ai mentionnée un peu plus tôt que nous ne faisons pas le bien que nous voulons. Mais Paul explique cela par le fait que nous sommes marqués par le péché originel. Faire le bien est donc un combat que nous devons mener contre le mal qui est en nous. Mais il existe aussi, depuis l'Antiquité, une autre catégorie d'explications que je qualifierais de métaphysique. Héraclite, par exemple, nous dit que le temps est comme un enfant qui joue au dé. Comment prévoir quoi que ce soit dans de telles conditions? Pour Hegel, dont nous avons cité un texte très éclairant, il y a plusieurs explications à cette contradiction entre nos objectifs et les résultats obtenus. Une des principales est que la raison universelle, avec un R majuscule, se sert de nos passions individuelles et nos fins sont ainsi au service d'une logique plus vaste que nous ignorons. Nous sommes en quelque sorte les jouets de la raison et nous ne pouvons pas décider des résultats de nos actions. Pour Bergson, ce n'est pas la raison qui nous entraîne, mais un élan vital qui est, et je le cite, la source d'une création continue d'imprévisibles nouveautés. Emportés par cet élan, il nous est difficile d'anticiper quoi que ce soit face à toutes ces nouveautés. C'est l'objet de plusieurs de ces livres, dont l'un est de taille raisonnable, et j'en ai déjà d'ailleurs parlé, il s'agit de La pensée et le mouvant, mais on peut aussi lire L'évolution créatrice, bien plus volumineux et détaillé. Enfin, dernière catégorie qu'on peut qualifier de scientifique, qui est plus récente et plus en accord avec notre compréhension du monde. La première explication, qui est généralement citée par les auteurs, c'est tout simplement l'ignorance. On échoue à atteindre l'objectif que l'on se donne car on ne connaît pas assez bien le sujet. Imaginons un ministre de l'économie qui ne connaît absolument rien à l'économie.
il est fort probable qu'il échouerait totalement dans ses projets. Sauf hasard, très chanceux. Ouais, je devine que certains d'entre vous doivent sourire en se disant que cela a été le cas avec beaucoup de nos ministres. Une autre explication assez proche de l'ignorance serait le manque de rationalité. Mais Robert Morton, dans l'article que j'ai mentionné plus haut, s'y oppose. Il y affirme que la rationalité ou l'irrationalité ne peuvent pas être identifiées comme cause du succès ou de l'échec d'une action. Comme exemple de décision irrationnelle qui a quelques chances de marcher, il prend celle fondée sur une intuition. Certains professionnels peuvent avoir de très bonnes intuitions fondées sur leurs expériences, mais qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement. A contrario, si on prend l'exemple donné par Max Weber, il peut sembler tout à fait rationnel de penser que le bien ne peut engendrer que le bien. Mais malheureusement, on sait bien que si c'était vrai, cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. C'est donc un point très important à comprendre. La rationalité ne suffit pas pour que les résultats coïncident avec les intentions. Cela me fait penser à ce que Churchill disait à propos des économistes avec son humour habituel. Mettez deux économistes dans une pièce, vous obtiendrez deux avis différents. Et il ajoutait une petite pique à l'intention de Keynes, mais ça n'est pas notre sujet. Et pourtant, on peut supposer que ces économistes sont des gens rationnels et compétents. Cela nous amène à une autre explication de cet écart entre la décision et les résultats. Et celle-ci est liée à ce qu'on appelle les biais cognitifs, et en particulier le biais de confirmation. C'est, à mon avis, le biais cognitif le plus important, car c'est probablement le plus difficile à combattre. Ce biais est une tendance, souvent inconsciente, à sélectionner et à interpréter les actions de façon à conforter nos croyances et nos opinions, tout en minimisant ou en ignorant les données qui les contredisent. Plus une personne est engagée, que ce soit en politique, en religion ou dans tout autre domaine, et plus grand est le risque qu'elle soit victime de ce biais. Ce qui va la conduire à une situation paradoxale. En effet, étant très engagée dans un domaine, elle se sera beaucoup documentée dans ce domaine. Et elle aura l'impression d'être très compétente. Et qu'en conséquence, ses décisions sont très fondées rationnellement et scientifiquement. Mais en fait, à cause de cet engagement, elle aura été très sélective dans sa documentation. Elle n'aura pas lu ou elle aura mal interprété tout ce qui ne va pas dans le sens de son engagement. In fine, elle augmente plutôt les risques de voir cette décision ne pas aller dans le sens qu'elle souhaite. Avec cet exemple, on comprend bien que la certitude augmente le risque d'être victime du paradoxe des conséquences. Et pour finir cette liste d'explications possibles, je vais parler d'un thème qui m'est cher et auquel j'ai déjà consacré 2 vidéos et il y en aura d'autres. Je veux parler de la complexité. En résumé, on peut dire qu'un système complexe est un ensemble constitué d'un nombre généralement assez grand d'éléments, qu'on appelle des agents, qui interagissent entre eux de façon plus ou moins autonome. Les systèmes complexes peuvent être de nature très différente. Cela peut être le climat terrestre, par exemple, ou bien un être vivant. Et on pense aux êtres humains, évidemment. Ou bien encore des organisations composées d'êtres vivants, comme des écosystèmes ou des sociétés humaines. Et il en existe de toutes sortes. Prenons en exemple une augmentation d'impôts ciblée sur une partie de la population. Les individus concernés ne vont généralement pas se contenter de payer cet impôt. Ils vont aussi adapter leur comportement, leur stratégie pour minimiser la hausse. Ce qui va entraîner une sorte de propagation de réactions en chaîne de tous les individus et de toutes les organisations qui vont elles aussi devoir s'adapter à ce changement de comportement. En résumé, la hausse d'impôts ne concernait initialement qu'une partie de la population, mais c'est finalement toute la société qui est impactée de façon assez imprévisible.
Et parfois, il suffit d'une décision qui peut sembler anodine pour déclencher une avalanche de conséquences sans commune mesure avec la décision initiale. Tout dépend de l'état du système au moment où est prise la décision. Cela veut dire que la même décision, prise à des époques différentes ou dans des pays différents, n'aura pas les mêmes conséquences. C'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Cela a été étudié mathématiquement par Raymond Poincaré dans le cadre de sa théorie du chaos. Dans son ouvrage Science et méthode, il explique l'origine de l'apparence du hasard ainsi. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à un instant initial, nous pourrions prédire la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrons connaître la situation initiale qu'approximativement. Il peut arriver que des petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Une petite erreur sur les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons un phénomène fortuit. La première explication du paradoxe des conséquences que nous avions cité concernait l'ignorance. Ce que Raymond Poincaré nous explique, c'est que dans un système où tous les éléments sont connectés, il ne suffit pas de bien connaître les lois élémentaires, mais il faut aussi connaître avec une grande précision l'état de tous les composants du système. En pratique, c'est une tâche impossible, surtout quand ces composants sont humains. D'ailleurs, même quand ils ne le sont pas, c'est très difficile. Par exemple, l'atmosphère n'est pas constituée d'êtres vivants, même si elle en abrite. Et pourtant, les prévisions météorologiques sont très difficiles au-delà de quelques jours. Et encore, il faut déployer des ressources informatiques très importantes pour y arriver. On le voit, il y a plusieurs raisons pour que nous soyons confrontés à ce paradoxe des conséquences, qui a pourtant tellement d'importance dans nos vies sociales et personnelles. Nous avons analysé plusieurs explications possibles qui vont de notre ignorance à la complexité du monde, en passant par notre tendance à confondre nos souhaits avec la réalité. En pratique, c'est toujours une combinaison de tous ces facteurs qui nous rend la vie si difficile. Avant de conclure, je voudrais faire une petite remarque. La prise en compte du paradoxe des conséquences est un bon remède contre la tentation des théories du complot. En effet, celle-ci considère que tout ce qui arrive dans le monde est le résultat d'un projet généralement exécuté dans le plus grand des secrets. Or, ce que nous avons appris dans cette vidéo, c'est que dans un monde complexe, on ne peut pas remonter facilement des effets aux intentions. Nous faisons le monde, mais nous ne savons pas le monde que nous faisons. Oui, je sais, c'est plutôt décourageant. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Vous êtes peut-être un peu frustré car je n'ai pas abordé les solutions qui peuvent nous permettre de ne pas subir ce paradoxe ou même d'en diminuer l'intensité. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo, car je crains que ces solutions ne soient pas simples à trouver. Sinon, ce paradoxe aurait disparu depuis longtemps. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager et de la commenter. Et bien sûr, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines parutions. À bientôt et bonnes vacances!